Bonjour Vincent Hugeux. Bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un livre important. On est dans les conversations avec Yasmina Jaffar pour Elmania TV. Et les fers et le fouet, joli titre, vous me raconterez un peu l'histoire de ce titre, mais le sous-titre est fondamental. Le sous-titre, une histoire raisonnée de l'esclavage. C'est un document inédit, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler de l'esclavage comme vous en parlez. Pour démarrer l'entretien, je vais demander quelque chose d'un peu inhabituel. J'ai adoré l'entrée du livre et j'aimerais bien que vous acceptiez de lire le premier paragraphe qui dit beaucoup de choses. Volontiers, merci. Merci. Il y a 1001 excellentes raisons de renoncer à écrire un livre. Pas mûr, trop tôt, trop tard, trop convenu, trop audacieux, trop flou, trop fou. Tel ouvrage ne serait point dans l'air du temps, tel autre risquerait de ne pas trouver son public. Mais il est aussi quelques solides motifs de renoncer à renoncer, dont ceux-ci. Primo, livrer une thèse, une conviction, dénoncer une imposture ou une infamie, rétablir une vérité bafouée, exalter la geste d'un héros anonyme ou méconnu. Dispenser un savoir, si frêle soit-il. Secundo, combler une ignorance, lever un doute, se forger enfin sur un terrain miné une opinion ferme, écrire afin de dissiper la brume comme on voyage pour comprendre d'où l'on part, où l'on va et pourquoi l'on s'y rend. Voilà. Alors, cette entrée dit beaucoup du livre, de la volonté que vous avez eue d'écrire ce livre, de ramener de la raison dans un débat aujourd'hui mangé par l'identitarisme, manipulé par des politiques qui cherchent d'abord parfois des voies électorales. Donc là, on revient sur l'histoire raisonnée de l'esclavage. Vous essayez de complexifier un peu l'idée. Un mot sur le titre. Il y a des F, les fers et le fouet. L'allitération n'est pas fortuite. J'avoue. Mais voilà, comment avez-vous décidé du titre? Je tenais beaucoup à ce que la notion de raison apparaisse d'une manière ou d'une autre dans le titre. Les fers et le fouet, c'est évidemment l'allitération qui n'a rien de fortuit. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps déraisonnables, triomphe de l'essentialisme bête et brutal, assignation identitaire permanente, simplisme outrancier, singulièrement sur des enjeux complexes tels que celui-là. Et mon propos, en tout cas le mandat que je m'étais assigné avec Benoît Hiver, le patron d'édition Perrin, c'était de combler une lacune, un vide. Vous avez une production littéraire extrêmement abondante sur les thématiques de l'esclavage et de sa mémoire. À ceci près que cette littérature est happée par deux pôles antagonistes. Vous avez des ouvrages extrêmement savants, académiques, érudits, pointus, mais un peu abscons pour l'honnête femme ou l'honnête homme du XXIe siècle, qui est le lecteur, la lectrice à qui je m'adresse. Et puis vous avez de l'autre côté du spectre des ouvrages militants qui font assez souvent litière de la rigueur historique. Alors, quels que soient d'ailleurs les partis pris des auteurs, hein. On peut être un décolonial forcené, on peut être un facho honteux, mais donc il se trouve que donc Benoît avait cette idée de proposer aux lecteurs français un bouquin qui soit à la fois, alors je ne dis pas inattaquable, rien ne l'est, mais sérieux en termes de références historiques, quels sont les apports les plus récents de l'historiographie par exemple, mais lisible, encore une fois, pour un esprit curieux de ce siècle. Il y a au début du livre, je le montre, mais on le montrera de façon plus jolie à l'écran, voilà, en pleine image, il y a des cartes en début de livre et aussi à l'intérieur du livre qui racontent la traite transatlantique, la traite arabo-musulmane et les traites en Europe au Moyen-Âge. Donc on rentre d'entrée de jeu, et c'est juste avant l'avant-propos que vous avez lu, dans quelque chose qui va être explicatif sans jamais donner la leçon. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que vous ne prenez pas la plume du professeur pour nous expliquer que vous avez raison, vous parlez de la raison, mais sans vanité aucune. Alors, ce qui m'intéresse aussi, justement, à travers ce travail, pour moi, c'est éducationnel, c'est vraiment quelque chose à lire et à relire, et à lire aussi dans les écoles. Que veut dire esclavage au pluriel? Alors, il y a eu une réaction spontanée, statistiquement intéressante. Lorsque j'ai commencé à m'ouvrir auprès d'amis, de proches, de collègues de ce chantier, dans 9 cas sur 10, spontanément, j'avais droit à la question suivante. « Ah oui, mais est-ce que tu vas parler de tous les esclavages ?» Je dis « Oui, pourquoi non? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une suspicion permanente de partialité, d'occultation
de l'une ou l'autre des facettes de ce fléau millénaire, etc. Donc, c'est dire à quel point les esprits sont en quelque sorte intoxiqués par l'idéologisation d'une thématique qui est avant tout historique, évidemment profondément humaine. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai pour habitude de dire que mon unique parti pris est de n'en avoir aucun, c'est pourquoi je me suis dit que j'allais traiter effectivement de tous les esclavages et que j'ai choisi, pour l'ossature de cet essai, de retenir une douzaine de stéréotypes très tenaces dès lors qu'on aborde cette question des esclavages et de leur mémoire, et de les passer au tamis de la vérité historique autant que faire se peut. Alors, la dissymétrie entre, par exemple, le traitement de la traite transatlantique et la traite arabo-musulmane, ou intra-africaine d'ailleurs, la dissymétrie, elle peut s'expliquer par, en quelque sorte, l'inéquité en termes de ressources documentaires. La traite transatlantique, 4 siècles, beaucoup plus ramassée dans le temps, mais qui laisse dans son sillage une profusion invraisemblable de registres, de rapports, de documents d'assurance, de minutes de procès, etc. Donc, c'est une vraie mine pour un historien. Et je me suis d'ailleurs beaucoup adossé au travail d'historiens bien plus éminents que moi en la matière. Alors que la traite arabo-musulmane ou transsaharienne, elle a laissé moins de traces écrites, en tout cas moins d'éléments fiables. Mais ça n'est pas pour moi la seule impasse, le seul angle mort de ce faux débat. Regardez, très récemment, vous avez le Ghana, donc l'ancienne Côte de l'Or, qui a été, même si on la connaît moins en France que le Sénégal, l'île de Gorée ou que le Bénin, Ouidah, donc le Ghana qui a été une tête de pont de la traite négrière transatlantique, a soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution. Une résolution qui assimilait la traite transatlantique, et elle seule, aux plus graves crimes contre l'humanité de l'histoire. 2 problèmes. Alors, ceux qui sont abstenus, c'est le cas de la France et la plupart des pays d'Europe, ont immédiatement été assignés pour déni historique, révisionnisme, négationnisme, etc. Ben non, c'est pas si simple. Pourquoi il y a 2 angles morts? Le premier, c'est le superlatif. Le plus grave... Voilà. Crime contre l'humanité. Moi, sur une échelle de 0 à 10, je suis incapable de placer la traite transatlantique par rapport à la Shoah ou au génocide de Rwanda. Bon, première chose. Et ensuite, qu'est-ce qui nous dit, l'esprit humain étant très inventif dans l'abjection, qu'il n'y aura pas d'autres crimes contre l'humanité au moins aussi graves que celui-là. Mais pour moi, c'est pas le plus problématique dans cette démarche, dont je comprends par ailleurs la raison d'être. C'est que, une fois encore, parce que ça n'est pas nouveau, eh bien, on se focalise sur la traite transatlantique et on ne dit rien ou à peu près rien des autres traites, et notamment de la traite arabo-musulmane, qui, elle, s'est étalée sur 13 siècles, donc un très gros millénaire, et on pourrait y ajouter évidemment les traites méditerranéennes, donc européennes, océaniennes, etc. Donc je vois bien quelle a été l'intention sincère des promoteurs de cette résolution, mais là on a perdu une très bonne occasion justement de remettre à plat une sorte de regard équanime et équilibré sur toutes les traites. C'est ce que fait votre livre. Et vous en parlez pas sans honte, vous parlez d'un documentaire qui m'a marqué, oui, qui est passé sur Arte, qui s'appelle « Les routes de l'esclavage ». Alors, qu'est-ce que ce documentaire a apporté et a changé dans ce paradigme, dans cette façon de voir justement l'esclavage comme étant, il n'a qu'une couleur, celui du noir, qui est la victime de tout ça? En fait, ce documentaire a joué un rôle moteur et pionnier, précisément pour mettre en évidence, carte à l'appui, témoignages à l'appui, documentation historique à l'appui, cette pluralité des esclavages. Et en prenant le parti, parce que je me souviens que ça avait donné lieu aussi à une exposition que j'avais visitée à l'époque, avant que le documentaire ne soit finalisé, le fait de choisir les routes, dès lors que vous redessinez la cartographie des flux humains, si odieux soit-il, eh bien, si vous êtes intellectuellement honnête, vous ne vous limitez pas à une carte qui irait des côtes atlantiques du continent africain au Nouveau Monde. Vous élargissez la focale et vous voyez qu'il y a des flux qui partent du monde arabo-musulman, ou qui parviennent en l'occurrence. Vous avez également des flux dans l'océan Indien, en Méditerranée, etc., etc. C'est bien montré ici. C'est pour ça que je parlais de l'importance des cartes qui ouvrent ce livre.
parce que là, on est sur des faits historiques et on n'est plus du tout dans l'émotion. Et on quitte absolument l'idée. Petite nuance, Oui. Ça ne veut pas du tout dire que on est là dans le froid, le clinique et le chirurgical. Il y a de l'émotion, notamment quand j'insiste sur le fait que l'adjonction massive et répétée de chiffres et de statistiques finit par, en quelque sorte, édulcorer le caractère, je dirais, charnel humain de l'horreur de ce fléau. Donc, mais j'essaye de rester toujours dans une émotion contenue. Elle s'attache à la destinée de tel jeune esclave qui a été violé 2 ou 3 fois, comme le capitaine l'a soigneusement consigné dans son registre de bord pendant une traversée. Je m'attache au suicide, je m'attache aux rébellions, et notamment un chapitre que l'on doit pour l'essentiel à l'un des apports les plus décisifs de l'historiographie moderne, c'est ce qu'on appelle donc l'agentivité, donc l'aptitude de l'être humain, y compris dans une adversité extrême, de peser sur sa propre destinée. Très longtemps, la littérature, le cinéma ont véhiculé un poncif qui était l'image de l'esclave, homme ou femme, résigné, voire pourquoi pas, satisfait de son sort. Alors, je citerai 2 exemples emblématiques. La case de l'oncle Tom, en l'occurrence, bon, c'est quasiment caricatural, faisons pas d'anachronisme, c'est aussi le reflet d'un temps, etc. Et vous avez au cinéma des phénomènes analogues, même dans Les Hauts de Hurlevent, il y a des références à l'esclavage qui sont quand même un peu étranges. Bon, donc, on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, c'est un historien britannique qui a établi ce constat, que une traversée sur 10, vers le passage du milieu, comme on dit, le point de non-retour en quelque sorte au cœur de l'océan, une traversée sur 10 a été le théâtre d'une rébellion, d'une mutinerie. Alors, voué à l'échec dans la plupart des cas. Mais la tentative était là. Mais la tentative était là. Et ça pouvait aller effectivement ensuite au marronnage, c'est-à-dire la création de maquis clandestins à partir des fuyards des plantations, et ça pouvait aussi se traduire par des récoltes incendiées, voire des agressions du tortionnaire, du garde-chiourme qui vous fouettait à bras raccourcis. Donc tout ça, c'est encore une fois, je crois, des apports qu'il faut mettre en évidence, notamment pour les jeunes générations. Non, bien sûr, vous n'occultez rien de la douleur de ces peuples qui ont été esclavagisés, vous racontez vraiment par le menu ce qu'il s'est passé, mais tout en effet, en élargissant la focale et en expliquant bien que la traite transatlantique, qui en effet a gagné ses galons par la mémoire à travers le cinéma. Et d'ailleurs, pourquoi, vous venez d'en parler, mais pourquoi selon vous, justement, Hollywood, par exemple, s'est concentré bien plus sur cette histoire-là que sur une autre, et ça joue sur les douleurs, ça rapporte aussi une économie, c'est une industrie. Donc je pense que là, il y a un élément de réponse. Mais on se rend bien compte, en lisant votre livre, qu'il y a un regard industriel de la chose et que ces traites-là, quelque part, se répondent les unes aux autres parce que c'est d'abord un rendez-vous économique. Alors oui, et s'agissant de ce qui se fait aujourd'hui en littérature et en cinéma, bon, il y a toujours eu la tentation d'héroïsation d'idéotypes un peu simplistes, le cas échéant. Et puis, c'était aussi une manière pour les planteurs, les propriétaires d'esclaves, de se déculpabiliser, de justifier ce qui est, au regard des valeurs humaines essentielles, une infamie perpétuelle. Bon. Et d'ailleurs, ce combat-là n'est pas fini, au contraire. On évoquait là, à l'instant, la case de l'oncle Tom, comme une sorte de caricature. Mais ce qui se joue dans l'Amérique de Donald Trump est au moins aussi caricatural, et on n'a même pas l'excuse de la méconnaissance. Vous savez qu'aujourd'hui même, les conservateurs des musées des parcs nationaux aux États-Unis sont astreints à éliminer de leur collection toutes les pièces, objets, représentations qui peuvent ternir la geste mythifiée et fantasmée de l'Amérique telle que Trump la voit. Et donc, ils sont contraints de faire disparaître telle photo, tel document, parce que ça irait à l'encontre d'une vision irénique et totalement infondée de ce qu'a été la brutalité du fait esclavagiste sur le continent nord-américain, sur la partie nord-américaine du continent. C'est pour ça que c'est très intéressant, je repense à James Baldwin, qui est un peu mon maître à penser, qui lui aussi a été l'un des premiers intellectuels noirs à remettre en question la case de l'oncle Tom. Et à ce moment-là, c'était difficile. C'est pas évident aujourd'hui. J'espère que beaucoup de gens vont le lire et il le faut, mais c'est pas évident de sortir un livre qui justement parle de différentes traites. Et en 1960 et 70, c'était encore
plus compliqué dans cette Amérique ségrégationniste pour un homme noir de dire attention, la case de l'oncle Tom. Donc en fait, votre livre continue une conversation mondiale qui a déjà eu lieu, même si Trump prend ses aises avec l'histoire, vous ramenez les choses à l'essentiel. On parlait avant, pour préparer cette émission, de cette exposition qui vraiment vient jumeler votre livre, qui a lieu en ce moment à Lima, sur l'esclavage en Méditerranée. Est-ce que vous l'avez vu ? Pas encore. Pas encore. Et ça, vraiment, vous allez voir, c'est assez incroyable. Nathalie Bondeville, qui s'occupe de cette exposition, met sur la table cette conversation qu'il faut que nous ayons tous pour que nous comprenions que la victimisation n'a pas de sens. Le mot racisé, par exemple, qui est utilisé par Jean-Luc Mélenchon et toute la clique d'LFI, vient justement contrarier le travail que vous voulez faire. Vous savez, j'observe d'abord que Bali Bakayoko, donc, qui a été élu maire de Saint-Denis, récuse lui-même la notion de racisé. Il dit « Moi, je suis un héritier de l'immigration. » Bon. Et pourquoi j'ai consacré le premier chapitre, que j'ai intitulé « Les mots pour le dire et le maudire » oui, le dire et le maudire, évidemment. J'ai consacré donc ce premier chapitre au lexique de l'esclavage, pour essayer de montrer à quel point le choix d'un mot n'est jamais neutre, et à quel point il vous renvoie à une thèse prédéterminée. Et l'autre motif qui fait que, par exemple, j'évite de recourir, en comprenant encore une fois le sens, à des termes tels que esclaviser, esclavagiser, etc., c'est aussi parce que le public auquel je m'adresse, je ne veux pas le perdre dans le maquis d'une terminologie qui lui serait en quelque sorte inaccessible. Et donc j'ai essayé de choisir les mots les plus simples et les plus justes, sans nécessairement entrer dans la guérilla lexicale que l'on livre parfois aux auteurs. Et sur ce point, j'ajoute un élément qui me paraît absolument essentiel. Vous évoquiez James Baldwin à l'instant. Vous savez, quand on écrit ce genre de bouquin, on rêve d'une chose, c'est qu'il soit lu pour ce qu'il est. La difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est qu'on vous renvoie aussi à la couleur de votre peau et à la nature de votre passeport. Il y a, paraît-il, moi je fréquente très peu les réseaux sociaux pour des raisons d'hygiène mentale, mais on me rapporte que certains me dénient le droit, moi blanc, donc en quelque sorte forcément dépositaire de l'abjection passée, on me dénie le droit d'écrire sur ce sujet. Donc en gros, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tant ce que vous dites, ce que nous disons ensemble aujourd'hui, ou ce que vous écrivez, mais ce que vous êtes. Et ça, pour moi, c'est une défaite de la pensée qui, je peux vous le révéler, navre et atterre autant mes amis universitaires africains que quelqu'un comme moi. Oui, il y a une défaite de la République. Le chapitre « Novlangue et jargon » revient en effet sur la façon dont nous nous parlons. Et je suis d'autant plus heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes justement un homme blanc, d'abord français, d'abord intellectuel, d'abord dans la réflexion, et que vous avez totalement le droit de parler de ces choses-là. Les formes modernes d'esclavage, donc le trafic humain, l'exploitation domestique, le travail forcé, la servitude sexuelle, l'immigration exploitée, c'est exactement ce dont vous parlez dans ce livre. Aujourd'hui, pour faire écho au passé, finalement, ça ne s'est pas terminé, ça continue. Quelle forme ça a aujourd'hui? Alors, certains m'ont fait gentiment au demeurant le reproche... Vous parlez de Daesh d'ailleurs. D'évoquer, donc, dans le dernier chapitre, Une histoire sans fin, d'évoquer d'autres avatars de l'esclavage en me disant « mais c'est pas la même chose ». Si, c'est en fait les nouvelles modalités d'une même obsession qui est celle du déni d'humanité de l'être réputé inférieur, du droit à la soumission du faible. Et donc, si vous voulez, quand vous prenez par exemple le sort infâme réservé aux jeunes filles et aux femmes yézidis par les soudards de Daesh, on est dans une logique d'esclavage. Quand vous regardez ce qui se passe à la frontière birmane, où vous avez des usines de cyberfraude, où vous êtes astreint à avoir un certain type de résultats, à escroquer sentimentalement, financièrement des naïfs, et que vous n'atteignez pas le quota qui vous a été fixé, vous pouvez être battu, voire tué. Si ça n'est pas une modalité contemporaine, je dirais postmoderne de l'esclavage, c'est rien. Et d'ailleurs, et pour terminer là-dessus, l'une des dédicaces que je consigne lorsqu'on a la gentillesse de me demander à ce bouquin, c'est ce voyage tumultueux sur les traces d'un fléau vieux comme notre pauvre monde et qui, hélas, ne périra qu'avec lui. Je pense que
l'esclavage, la réduction en esclavage est consubstantielle à notre humanité. Et ça peut être désolant, oui, mais... parce que du coup, oui, on a le sentiment que ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrête pas, mais vous avez toujours eu, y compris dans les pires périodes, des esprits éclairés qui se sont dressés. Et par exemple, j'évoque assez longuement les justifications quasiment théologiques qui ont été apportées par les grandes religions monothéistes, à commencer d'ailleurs par le christianisme. Hein. Et oui, alors, c'est une réalité, je cite des bulles pontificales qui sont absolument effarantes en la matière, mais j'évoque aussitôt des figures héroïques telles que l'abbé Grégoire, par exemple, ou bien un peu plus tard le cardinal Lavigerie, évêque d'Alger. Voilà, donc il y aura toujours aussi des justes dans ce combat-là. Donc c'est la raison pour laquelle admettre qu'il y aura toujours cette propension, cette pulsion humaine à asservir l'autre, ça ne veut pas dire que vous vous résignez à ce que cet état de fait soit admis. Comme vous l'avez dit au début, vous renoncez à renoncer. Donc ça correspond à ce que vous nous dites là. Il y a une autre carte qui parle de cet esclavage moderne. Il y a un lien direct avec les cartes du début et les cartes de la fin pour justement nous indiquer qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, qu'on sorte de l'essentialisation, qu'on ne cède pas aux sirènes des politiques qui cherchent d'abord à se faire valoir. Et il y a là un travail vraiment plus que pédagogique, et en tout cas très essentiel. Comment et quelle différence faites-vous entre le récit et le roman ? D'abord, j'ai pas de talent de romancier, sinon ça se saurait. Donc moi, ma matière première en tant que journaliste, c'est l'épaisseur des faits. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise dans une démarche qui se veut effectivement pédagogique. Et encore une fois, d'abord pour éclairer ma propre lanterne, et si ensuite je peux diffuser un peu de lueur pour d'autres, eh bien le temps n'est pas perdu. Mais par ailleurs, je ne récuse absolument pas la vertu du roman, ou du récit romanesque, ou du témoignage, fût-il un peu romancé, parce que c'est une manière aussi d'atteindre un autre public pour parler de la même réalité, ou de faire entrer un public qui jugerait peut-être un peu ardu d'entrer sur ce continent avec un ouvrage de cette nature, de le familiariser avec des trajectoires humaines, et j'en évoque pas mal d'ailleurs dans l'ouvrage. C'est ce qui rend de la chair au livre. Hein. Oui, c'est ça, parce que si vous prenez par exemple, juste au moment même où je terminais l'écriture du livre, il y a eu ce film Abdelmalik, Fursi libre. Fursi. Voilà, et ben, c'est ce que je dis aussi à mes enfants et à mes étudiants, je leur dis, vous pouvez aussi entrer dans cette réflexion par ce film, bien sûr, par un récit à la première personne d'une esclave qui a fini par arracher son affranchissement dans une plantation du Mississippi. Donc il faut vraiment, vraiment, je crois, jouer de tous les instruments de l'orchestre. D'ailleurs, le Code Noir, vous avez vu ? Mais oui. On parlait de cinéma tout à l'heure, qui parfois manipulait les esprits, pourquoi ? Pour des raisons économiques. Hollywood, c'est ce qu'il fait. Là, le cinéma, avec Fursi né libre, a peut-être créé quelque chose. Oui, parce qu'en plus, il met en évidence un autre phénomène méconnu, c'est que certains ont tellement voulu croire au droit et au primat de la loi sur le fait accompli, que eux-mêmes, esclaves affranchis, sont allés demander à la justice, dont ils pouvaient redouter qu'elle soit favorable à leurs propriétaires, quitus de leur statut. C'est évidemment cette histoire-là qu'il est passionnant de raconter. Parce que y a eu, on évoquait tout à l'heure des figures du combat, hein, la rébellion, le marron. Voilà. Mais il y a aussi le combat que je trouve assez admirable de ceux qui se sont dit, écoutez, vous prétendez que votre royaume ou votre république est fondée sur des principes de droit, eh bien c'est le moment de le prouver. Et certains, et c'est le cas de Fursi, ont, alors au terme d'un âpre et long combat, ont fini par obtenir justice. François Sureau, dans ce film, à la fin, est juste exceptionnel. Le film est exceptionnel. Il n'est plus en salle, mais en tout cas, voilà, il sera bientôt sur les plateformes, il faut le voir. Et ajouter à ça la lecture de ce livre, c'est formidable. Et l'exposition à l'Institut du monde arabe que vous n'allez pas tarder à aller voir. Et j'ai juste une dernière question. Peut-on construire une mémoire commune autour d'un passé si douloureux encore ? Vous voyez, on a eu des tentatives de cette nature sur des facettes passionnelles et incandescentes de l'histoire. Je pense à, par exemple, cette commission d'historiens animée côté français par Benjamin Stora,
au sujet de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation de l'Algérie. Bon. On a eu des efforts qui ont été consentis sur le Rwanda, par exemple. Il y a aujourd'hui un travail qui est accompli, là encore, commission d'historiens, sur le Cameroun et l'extrême violence avec la liquidation de figures de proue de l'indépendantisme camerounais. Donc, ça veut dire que, en tout cas, c'est faisable. Moi, je me souviens de l'époque où je couvrais pour l'Express le conflit israélo-palestinien. On réunissait aussi des historiens et des chercheurs israéliens-palestiniens. Je ne suis pas sûr que dans l'Israël de Benjamin Netanyahou et de l'après 7 octobre, ce soit encore possible. Donc moi, je pense que c'est jouable, et d'ailleurs, certains le font, mais à condition d'avoir le courage de s'affranchir des scories du présupposé idéologique. C'est sans doute ça l'effort le plus astreignant et le plus exigeant qui soit. C'est ce que vous faites là. Donc rendez-vous dans toutes les librairies pour acheter ce livre, Les Fers et le Fouet aux éditions Perrin. Vincent Hugeux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vraiment. À très bientôt. À bientôt.